Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames et messieurs, à dire le vrai, je ne me suis pas encore tout à fait remis de la surprise avec laquelle, il y a maintenant plusieurs mois, j'ai appris que l'on avait proposé mon nom afin de remplir pour un an, en qualité de professeur associé, la chaire européenne de ces mythiques collèges de France qui, déjà dans mes jeunes années, était l'un des hauts lieux de mon imaginaire, où je n'aurais jamais pensé pouvoir un jour poser les pieds. C'est donc avec gratitude et avec une certaine stupéfaction que j'exprime mon merci le plus profond à vous tous, à M. Jacques Glowinski, à M. Gilbert Dagron, aux collègues qui ont été les promoteurs de cette proposition, comme Jean-Marie Zem et les amis et collègues de l'Institut d'études littéraires, et aux collègues qui l'ont accepté. Ces sentiments de reconnaissance et de joie est un peu mêlé de mélancolie parce que toute attestation d'estime de la part des autres nous pousse à faire un bilan de notre vie et parce que tout bilan révèle forcément des déficits. Je me sens un peu comme un provincial qui monte à Paris ou quelqu'un qui est accueilli, fût-ce temporairement, dans le corps des mousquetaires. Peut-être éprouve-je ce sentiment en raison des traditions francophiles si vives de mon enfance dans ma famille, par l'intermédiaire de mon père qui avait vécu en France et pour lequel la littérature tout court était la littérature française, contrebalançant ainsi la vive séduction qu'exerçaient l'Autriche et la Mitteleuropa à Trieste, en particulier dans la famille de ma mère, vénitienne de Dalmatie, d'origine grecque, avec une branche des cousins croates et fervement irrédentistes italiennes. Aujourd'hui, je réalise ici un peu les rêves d'un de mes ancêtres, le grand-oncle ou arrière-grand-oncle de mon arrière-grand-mère paternelle, né à Malnisio, un petit village de la Valcellina, une pauvre vallée du Frioul, d'où vient la famille de mon père. Ses trisaïeuls ou arrière-trisaïeuls avaient été, dans sa première jeunesse, petit garçon encore ou presque, grenadier de Napoléon. Et il était revenu à pied de la campagne de Russie, après quelques années de prison et de pérégrination. Quand il était arrivé à Malnisio, les gens du pays ne l'avaient pas tout de suite reconnu. On raconte que quelques décennies plus tard, en 1866, durant la troisième guerre d'indépendance italienne, très âgé et toujours coriace, il avait mis sur pied un bataillon de volontaires pour épauler l'armée italienne par des actions de partisans contre les Autrichiens, mais qu'il avait fait broder sur leur drapeau la devise « devenir italien pour ensuite devenir français ». L'empereur, qui lui avait fait perdre sa jeunesse dans les neiges de Russie, les privations et les batailles, lui avait laissé la nostalgie de quelque chose de grand, d'un changement révolutionnaire du monde. De là vient peut-être que son arrière-petit-neveu préfère la Marseillaise à la marche de Radetzky. La marche de Radetzky ne sera toutefois pas absente du cours que j'aurai l'honneur de donner cette année au Collège de France et donc je vais vous exposer les lignes thématiques et vous donner un petit exemple. Le titre parle de la littérature européenne entre surhommes et hommes du sous-sol. C'est référent, mais sans que ces dates n'indiquent des frontières rigides, à la période comprise grosso modo entre 1870 et 1930. La référence à Nietzsche et à Dostoïevski est évidente. Du reste, Nietzsche disait lui-même que son surhomme était proche ou presque identique à l'homme du sous-sol de Dostoïevski. Tous deux, en effet, entrevoient l'avènement d'un nouveau type d'homme, d'un stade anthropologique différent dans la manière d'être et de sentir de l'individu traditionnel.
Dans son Übermensch, Nietzsche ne voyait pas un surhomme, un individu aux capacités supérieures et plus doué que les autres, mais, comme on l'a dit, un au-delà de l'homme, une nouvelle forme du moi, non plus compacte et unitaire, mais constituée, comme il le disait, je cite, d'une anarchie d'atomes, d'une multiplicité de noyaux psychiques et de pulsions qui ne seraient plus emprisonnés dans la rigide cuirasse de l'individualité et de la conscience. Aujourd'hui, notre réalité, de plus en plus virtuelle, est le scénario de cette possible mutation du moi. Cette crise ou transformation du sujet est liée à l'avènement du nihilisme. Nietzsche et Dostoïevski, en effet, distinguent dans leur époque et dans le futur, un futur qui est en partie encore futur pour nous, mais en partie aussi déjà notre présent, l'avènement du nihilisme, la fin des valeurs et des systèmes de valeurs, avec la différence que pour Nietzsche, il s'agit d'une libération qu'il faut fêter et pour Dostoïevski, d'une maladie à combattre. Quelle que soit la manière dont on l'entend, le nihilisme implique aussi bien la vie que sa représentation, les modes, les formes, la possibilité de la raconter et d'en saisir un sens. Le cours essaiera de voir, à travers l'analyse de différents auteurs de plusieurs pays, comment la littérature européenne a vécu l'expérience de la crise ou de la dissolution du sujet, qui implique celle du langage, et l'expérience du nihilisme. Le célèbre diagnostic de Nietzsche, qu'il reprend de Bourget et que Musil à son tour reprendra dans ses journaux pour en faire les thèmes, la poétique, la structure même de son homme sans qualité, inachevé et interminable, sera un point de départ, un angle de perspective déterminant. Diagnostic selon lequel la vie ne réside plus dans la totalité, dans un tout organique et achevé. La réalité, le discours et le moi lui-même, comme le dit Nietzsche dans les passages cités du cas Wagner, se résolvent dans une anarchie d'atomes qui bouleverse toute hiérarchie, rend, je cite, la liberté de l'individu, la vibration et l'exubérance de la vie libérée de signifiés et de valeurs. Dans le fourmillement chaotique de la vie, tous les détails prennent une autonomie sauvage, je cite, égalité des droits pour tous. Je voudrais essayer de voir comment tout cela se relie à la crise du grand style, compris comme capacité de réduire le monde à l'essentiel et de dominer la prolifération du multiple dans une unité de signifiés laconiques, et d'analyser la position contradictoire de Nietzsche sur le grand style. D'un côté, en effet, dans un fragment de 1888, il célèbre le grand style comme, je cite, volonté victorieuse, capacité à dominer et à contraindre le chaos, extension du regard sur des multitudes et étendues plus vastes, c'est-à-dire perspective du haut, hiérarchie, ordinatrice et législatrice, force organisante qui ne met certes pas en lumière un sens immanent à la vie, mais, comme le dira à sa suite Gottfried Benn, impose, je cite, une loi contre la vie, plie le fourmillement de cette dernière à la volonté impérieuse de forme. Dans les mêmes fragments, Nietzsche exalte par ailleurs le grand style pour des raisons opposées. Il l'identifie, je cite, à l'affinement de l'organe sensoriel servant à percevoir beaucoup de choses infiniment petites et fuyantes. L'ébriété et la puissance, comme il le dit, liées au grand style, sont identifiées non pas à la maîtrise de soi apollinienne, mais à la dispersion dionysiaque du moi dans le flux sensible. La perception de nombreuses choses très petites et très fuyantes brise toute unité et toute hiérarchie, émancipe les détails de toute totalité et confère à chacun d'eux, libéré de tout lien, une autonomie sauvage, l'égalité des droits pour tous. Cela comporte une dissolution du sujet aussi bien linguistique que psychologique. Vrai père de l'avant-garde, Nietzsche désagrège, je cite, les préjugés de la parole aussi durs que des cailloux qui figent la vie.
Il n'y a plus de sujet unitaire qui puisse embrasser, sélectionner et unifier les multiples dans une perspective supérieure, et donc saisir le monde dans l'unité de la phrase. Tant que l'on pense à des phrases terminées par un point final, écrira Musil dans ses journaux, certaines choses demeurent indicibles et la pluralité du réel n'émerge pas dans sa fragmentarité inépuisable. Je cite, « Le langage met rarement les pluriels à notre disposition pour les sous-espèces du sentiment. » Ceci comporte une crise radicale de l'individu qui perçoit sa discontinuité et sa pluralité. L'homme du sous-sol de Dostoïevski, que Nietzsche, pour cette raison, considère comme si semblable à son surhomme, ou au-delà de l'homme, comprend et proclame que cette faille dans son individualité dérive du manque de fondement. Il dit qu'il ne possède pas les causes premières sur lesquelles s'appuyer et remonter avec, je cite, sa profession de pensée à un fondement originaire, parce que toute cause le renvoie à une autre qui la précède, ainsi de suite à l'infini, dans un abîme d'infondé où toute unité de la personne se perd. Le moi apparaît comme insoutenable, ainsi que le proclame Mach, auquel Musil dédie sa thèse de doctorat en 1908, et se décompose dans les éléments simples qui les constituent, dans l'anarchie d'atomes. Sur tous les fronts, comme l'écrit Musil dans L'homme sans qualité, le moi perd le sens qu'il a eu jusqu'à maintenant, je cite, celui d'un souverain promulguant des édits. Tout cela distingue évidemment tout idéal de formation de l'individu et tout Bildungsroman, tout roman de formation. En désarticulant son autobiographie avec une incohérence hallucinatoire, Strindberg dit de lui en parlant à la troisième personne. Il ne devint jamais lui-même, jamais un individu achevé. Et Hamsun, dans ses conférences de 1890 à Christiania, oppose à la psychologie unitaire des caractères, de ces caractères déjà refusés par l'homme du sous-sol de Dostoïevski, je cite, « la vie inconsciente de l'âme, ce monde de réseaux et de cellules, d'arêtes et de profondeurs déconcertantes dans lesquelles tout vit, se meut et se transforme. » Dans les cours, j'essaierai d'analyser à travers quelques exemples ces processus qui atteignent et bouleversent la conception du monde et encore plus celle du sujet individuel, et remet en question le rapport entre le langage et la réalité, la possibilité même du langage de dire les choses, et transforme donc profondément la littérature, les structures et les façons de raconter l'histoire et la vie des hommes. C'est un processus qui touche la littérature européenne en général et dont je tâcherai de mettre en évidence quelques-uns des chapitres, m'arrêtant sur des auteurs allemands, autrichiens, scandinaves, français, russes, italiens. Je disais tout à l'heure, pour plaisanter, que la marche de Radetzky ne serait certainement pas absente de ce panorama. Il aura en effet une présence centrale dès l'introduction au cours qui sera consacrée à Hofmannsthal et à sa lettre de Lord Chandos, vrai manifeste de la crise de la parole. L'Autriche, en effet, la cacanie de Musil, est par excellence une grande unité qui se désagrège dans les multiples et révèle la précarité de toute identité. C'est le pays, écrit Musil, ruiné par son, je cite, inexprimabilité, par le manque d'un nom précis. Si l'Autrichien, comme le dit encore Musil, est un Austro-Hongrois moins le Hongrois, le résultat d'une soustraction, cette subdivision illimitée, qui est en même temps prolifération illimitée, devient, dans L'homme sans qualité, la structure du roman. Une autre voie essentielle a été donnée à cette thématique par la littérature scandinave, et c'est à l'un de ses représentants, au Danois Jens Peter Jacobsen, et à son roman Niels Lyhne, que je voudrais me consacrer à titre d'exemple lors de cette leçon inaugurale. Il y a des hommes, écrivait Jacobsen le 14 mars 1873 dans une lettre à Edvard Brandes, le frère du célèbre Georg, qui vivent comme si vivre était la chose la plus naturelle du monde. Pour Niels Lyhne, le héros
de Jacobsen, qui passe son existence à écrire des poèmes sur elle sans réussir à la saisir, la vie a perdu tout naturel et tout contenu. Elle n'est plus évidente ni ne s'auto-justifie dans son passage. Elle est vide et irréelle. Elle est surtout confinée dans un éloignement énigmatique, coupée de l'individu qui ne réussit pas à s'identifier avec son cours, qu'il sent comme lointain, étranger, comme si elle ne lui appartenait pas. L'existence de l'individu est de, je cite, toujours poursuivre son moi en tournant dans un cercle où il suit avec soin les traces de ses propres pas, de feindre de se jeter dans les courants et de rester tranquillement assis dans l'attitude d'un pêcheur à la ligne pour ramener son moi. Jacobsen est l'un des premiers et des plus grands poètes de l'irréalité qui semble avoir frappé la vie moderne comme un enchantement, en la destinant à l'abstraction et en l'aliénant des hommes qui devraient la vivre. La conscience nostalgique de cette scission est présente dans une bonne partie de la littérature de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Entre le moi et la vie s'est ouvert un hiatus, en raison duquel sa vie n'est plus sa vie, mais un territoire où il ne réussit pas à pénétrer et à s'insérer. Une étrangeté qui ne lui appartient pas et à laquelle il sent qu'il n'appartient pas. Une fuite continuelle, loin de quelque chose qu'il n'a jamais possédé et qui n'est donc pas à lui, mais dont il a la nostalgie comme s'il l'avait perdu. La poésie de cette époque est souvent nostalgie de la vie, non pas d'une de ces formes particulières et déterminées dont on se plaindrait de l'absence, ou d'un bien dont la privation la rendrait douloureuse et malheureuse, mais de la vie elle-même, comme si celle-ci était absente. Je cite, « Mais il pleurait d'un regret sans nom mieux en moi de la vie », dit un poème de Hofmannsthal qui compare ses regrets à la mélancolie de celui qui passe le soir sur un bateau devant la ville où il est né, voit les rues et les jardins familiers de son enfance, et lui-même, encore enfant sur les quais de la ville, voudrait répondre à une lumière qui le salue à une fenêtre, mais le bateau l'emporte au loin. Dans cette image, la vie où l'on ne peut entrer semble perdue dans le passé, mais c'est une absence particulière, parce que les regrets ne concernent pas ce qui a vraiment été l'existence de cet enfant, c'est-à-dire de l'auteur lui-même enfant, dans ces jardins, mais une existence qui n'a jamais été, une plénitude de sens et de bonheur que l'enfant ne faisait qu'attendre et que l'adulte ne fait que regretter. Le passage de l'eau est un symbole courant de la vie, comprise comme adieu perpétuel à la vie. Pour Richard Bert Hoffmann, un poète contemporain et compatriote de Hofmannsthal, vivre cela signifie descendre le long du courant, tandis que, je cite, muette, du haut des bords escarpés, nous regarde la vie dont nous nous éloignons. Dans Oblomov, le grand roman de Goncharov, pour les habitants du village d'Oblomovka, la vie coule, je cite, à côté d'eux, comme un fleuve au bord duquel ils s'assoient pour la contempler. Niels Lune se rend compte lui aussi qu'il ne nage pas dans le fleuve de la vie, qu'il n'est pas identique à ces passages et qu'il n'y participe pas, mais qu'il les regarde de ses berges. La mélancolie de Niels Lune est semblable à la nuit d'Oblomov, auquel elle a souvent été comparée comme témoignage parallèle et complémentaire de la crise de la conscience européenne. Les deux romans naissent de la perception de l'exil, loin de la vraie vie, de la conscience qu'elle est ailleurs, insaisissable pour l'individu qui devrait la vivre. Jacobsen et Goncharov s'arrêtent sur la fugacité, sur le désir d'en extraire une essence destinée à rester et sur la vanité de ce désir. Oblomov cherche dans les chants d'Olga, la jeune fille aimée, une harmonie avec les passages du temps, mais les tâches quotidiennes sont plus fortes que la chanson d'Olga. Elles finissent par la gâter et l'éteindre.
Niels Lune attend toujours que la vie arrive enfin, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'écrire des poèmes sur elle, parce qu'alors les chants seraient vie et la vie serait chant. Ces derniers devraient être la rédemption de la temporalité, le temps qui se transcende sans s'enseigner. La mélodie consiste dans la succession des sons, c'est-à-dire dans le passage du temps, mais saisit l'essence de ce rythme et le sauve de la fuite et de l'oubli. Entre chant et vie, il s'est toutefois creusé pour Jacobsen un fossé que l'on ne peut combler et qui condamne les premiers à l'abstraction et la seconde à l'insignifiance opaque. Niels Lune, que Stefan Zweig définissait comme le Werther de sa génération, a fasciné pendant des décennies, surtout au tournant du siècle, lecteurs et écrivains de toute l'Europe, parmi lesquels figure Thomas Mann, qui déclare plusieurs fois sa grande dette intellectuelle et créative à l'égard du narrateur danois, et Rilke, qui s'inspire de Jacobsen surtout dans l'atmosphère tacite des mémoires d'enfance de son Malte. Le succès de Jacobsen s'encadre dans celui plus général de la littérature scandinave qui, ces années-là, dans son apparente marginalité aplatie, est l'une des expressions les plus lucides et les plus radicales de la crise européenne. La poésie sensitive et obscure de Jacobsen ne naît pas toutefois d'un état d'âme exténué, mais d'une lucidité intellectuelle impitoyable et de la réflexion sur la science. Le décadentisme le plus original naît de la confrontation avec la science, avec la crise de ses fondements et de sa prétention totalisante de dominer le réel. Jacobsen est l'auteur de 2 romans et de quelques récits vibrants d'impressionnisme psychologique et de douces teintes crépusculaires. C'est le poète lyrique qui écrit les Gurrelieder, que Schoenberg mettra plus tard en musique, mais c'est aussi le spécialiste et le traducteur de Darwin et le disciple de ses théories sur l'hérédité et la sélection naturelle. C'est le botanicien qui écrit en 1874-16 l'aperçu systématique et critique sur les Desmidiacées du Danemark et différentes publications relatives à la flore danoise. Formé à l'école positiviste et radicale de Georg Brandes, Jacobsen recherche initialement l'union de la poésie et de la science, de l'imagination et de l'objectivité. Son roman Maria Grubbe aurait voulu être, comme le dit le sous-titre, une reconstruction réaliste et objective d'un intérieur du XVIIe siècle, mais il se concrétise dans une enquête très fine, épique, lyrique, psychologique, sur la fragmentation du moi et les ambivalences de la sexualité. C'est la rationalité scientifique qui conduit à une certaine poésie à rebours effuyante, évanescente et sensuelle, abandonnée à l'incertaine transformation de la vie. La rationalité scientifique mesure, avec ses instruments exacts et surveillés, la crise du savoir scientifique même et de l'intelligibilité du réel. Dans ce sens, Jacobsen est une figure exemplaire de la parabole historique parcourue par la culture occidentale. Niels Lune, 1880, roman du crépuscule de l'artiste et de l'individu, naît comme projet d'un roman sur l'athéisme. À l'origine, son titre était en effet Athéisten. Certes, le livre est, entre autres choses, l'histoire d'un athée, le personnage principal, qui vit avec cohérence ses convictions, résistant à la tentation de les abandonner à la fin de sa vie et mourant ainsi seul, je cite, de la mort, de la difficile mort. Mais Niels Lune, le chef-d'œuvre de Jacobsen, l'athée, est une critique de l'athéisme positiviste. Jacobsen vit et représente la dissolution de l'athéisme traditionnel, élevé par les positivistes du XIXe siècle au rang des religions libertaires, des conceptions laïques et progressistes, c'est-à-dire optimistes de l'homme et du monde. L'athéisme de Jacobsen est proche de celui que parcourt Nietzsche et Dostoïevski. Il implique non pas une confiance scientiste et rationnelle en l'homme, mais la conscience angoissée et enivrée, jamais tranquillement satisfaite, que la mort de Dieu transforme radicalement la physionomie de l'homme
et crée un nouveau type anthropologique. Jacobsen a écrit 2 paraboles de la mort de Dieu, de la modernité sans divin. Dans Nils Line, on dit que Dieu a fait entendre pour la dernière fois sa voix lors du tremblement de terre qui secoua le Golgotha et qu'il a ensuite disparu de la terre. Dans la nouvelle La peste à Bergame, un moine annonce à la foule que sur le Golgotha, le Christ, lassé des moqueries du peuple, se riant de lui, a compris que les hommes n'étaient pas dignes d'être sauvés et qu'il est descendu de la croix, s'éloignant du monde et laissant à jamais inachevée la rédemption. Ces paraboles de l'athéisme ne proclament pas une rationalité laïque et progressiste, ni une intelligence claire du réel, mais décrivent une situation d'incertitude, une phase tragique de transition dans laquelle l'individu se sent périr. Nils Line rêve du moment où les hommes affirmeront avec joie l'inexistence de Dieu, se sentant délivrés. Je cite, « Alors seulement la terre nous appartiendra et nous lui appartiendrons. » Mais Hjerrild, son interlocuteur, lui objecte qu'il est impossible de trouver, je cite, les individus vraiment forts capables de former cette nouvelle humanité. L'homme nouveau, libéré des valeurs, doit encore venir, à condition qu'il puisse jamais venir. Jacobsen n'est pas le poète de l'Übermensch, du surhomme, mais c'est le poète de l'individu traditionnel au moment douloureux de sa transformation anthropologique, de sa mutation et de sa perte. L'homme, avait dit Nietzsche, est une corde tendue au-dessus d'un abîme, un passage périlleux, un pont qui doit être traversé, une transition et un coucher de soleil. La poésie de Jacobsen s'arrête continuellement sur ces transitions et sur ces ponts. C'est un regard qui erre avec nostalgie entre les deux rives sans revenir à l'une ni atteindre l'autre. Elle s'attarde sur les passages, je cite, des regards en arrière périlleux, pour rappeler les mots de Zarathustra, et des sanglots et des arrêts périlleux. Certes, Nils Line rêve d'un individu fort qui appartiendrait à la terre, qui, dans ce cas, deviendrait, je cite, notre vraie patrie. Et nous n'y serons plus des hôtes de passage, nous l'habiterons pour notre durée entière. Nils Line n'est pas toutefois l'un de ces individus forts, et d'ailleurs, il n'en connaît même pas. Il est l'hôte éphémère de la terre, la créature passagère, la victime de la caducité. La profession d'athéisme ne l'émancipe pas du ciel en lui rendant la terre, mais elle lui dérobe cette dernière et la vitalité, les prive de toute durée et les destine à une fluctuation incertaine et perpétuelle, c'est-à-dire à la dépression mélancolique. L'athéisme est un fanatisme pour lui pour quelque chose de purement négatif, je cite, pour l'idée que Dieu n'existe pas. Pour Jacobsen, l'athéisme n'est pas une nouvelle forme de la raison, mais le pur manque de son fondement. Le nihilisme qui règne dans son œuvre est senti comme privation douloureuse, comme épuisement et mélancolie. Nils Line, l'artiste, vit jusqu'au bout l'absence de Dieu, c'est-à-dire d'un fondement, d'un centre de valeur. Athéisme, cela signifie dans ce cas négation de toute pensée pouvant enfermer dans un ordre conceptuel la multiplicité fugitive de la vie. Le précepteur de Nils, M. Bigum, rit des philosophes et, je cite, des systèmes et les comparait à des coquilles de limaçon que l'on traînait à travers les champs sans limite de la pensée en se figurant que les champs étaient dans la coquille. M. Bigum, étudiant en théologie et positiviste, acharné, oppose au filet de la philosophie systématique qui veut embrasser la terre et que dénonçait Nietzsche la vérification empirique, cas après cas, des limites de la connaissance. Mais l'empirisme analytique, pour Jacobsen, réduit le monde en un ensemble d'éléments très petits, pouvant être regroupés dans des combinaisons toujours différentes et interchangeables, car elles sont dépourvues de valeur. M. Bigum considère les choses à partir des perspectives antithétiques. Il passe rapidement d'une conviction à son opposé. Il est séduit par toute philosophie et par son contraire, parce que sa pensée accueille tout passivement. La pensée impressionne l'esprit de la même manière qu'une impression visuelle stimule les nerfs optiques.
M. Bigoum est le personnage tragique de l'amateur qui ne peut que s'approprier des idées des autres et compenser son inconsistance par un rapide mimétisme spirituel. L'atomisme scientifique, résultat d'une science qui désarticule le réel en subdivisant celui-ci dans ses plus petites unités, s'est traduit en mysticisme impressionniste et indifférencié. Entre l'empirisme qui réduit le réel aux éléments simples qui le constituent, s'unissant et se scindant dans des agrégations toujours différentes, et le mystique qui voit Dieu aussi bien dans la mer que dans le ciel ou le crottin, il n'y a pour Jacobsen presque plus qu'une différence de langage. Dans le jeu de combinaison des atomes qui agitent continuellement le monde sans rien y ajouter, sans rien enlever, tout s'équivaut dans une identité qui se réfléchit dans une myriade d'impressions changeantes. L'esthétisme est la contemplation du heurt universel de force que dévoile le matérialisme darwinien. C'est le regard fasciné qui se pose sur la labilité du moi que la science démasque comme entité précaire, sédant et fluctuant. L'artiste est celui qui fait l'expérience de cette précarité du moi, sans substance ni frontières. La privation d'une valeur livre la vie à la mélancolie de la temporalité. Chez Niels, la pendule marque dans sa coupe des jours vides, la remplissant de secondes toutes égales et toutes vides, et scandant le rythme d'un effacement qui transforme la vie en mort lente. Le temps est une fluctuation monotone. Les heures glissent, blanches ou foncées, sans trêve et sans trace, comme des vagues qui font apparaître un trésor, mais l'entraînent toujours plus loin, avant que l'on puisse les saisir, ou comme des vagues qui s'abattent sur la grève, l'érodant et l'émiettant sans cesse. Marie Grubbe vit dans un écoulement toujours égal d'instants, flocons de neige qui se répètent et se recouvrent dans une uniformité paisible et mate. Le temps de son existence lui est payé en centimes, comme à Nikolai Kuzmich dans les Maltes de Rilke, en menu monnaie qui ne peut être dépensée. Jacobsen se penche sur ce que Lawrence appellerait plus tard, je cite, le moment, le présent immédiat, le maintenant, le royaume que nous n'avons jamais conquis, le simple présent. La pleine jouissance et la signification de l'instant seraient les signes de la vraie vie et de l'individu fort qui sait l'apprécier comme fin en soi, autosuffisant et auto-justifié, jamais sacrifié à une fin future. Je cite, « Il aurait fallu que cette minute de la vie se repliât sur elle-même, lit-on dans Niels, comme un bourgeon, et qu'il n'y eut pas de renouveau amenant l'éclosion. » Toutefois, Niels est incapable même de désirer vraiment cet arrêt, de se satisfaire du présent. Il souffre de la mélancolie de la temporalité, mais ne peut rien lui opposer de durable et s'identifie même à la fugacité, vit l'existence comme une chute continuelle de l'instant et comme un adieu continuel. Si l'existence n'est qu'un adieu ininterrompu à elle-même, la question d'Oblomov, je cite, « Quand vit-on ?» se dresse continuellement sur sa fuite. Quand est-ce le présent, dira Rilke. Ces personnages ne semblent pas connaître le présent, mais seulement un écoulement, un devenir perçu non pas comme enrichissement, comme itinéraire vers un but qui donne du sens et de la substance à toute étape du chemin, mais comme dissipation, comme non-être continuel, comme manque de toute valeur à laquelle s'accrocher solidement. Carlo Michelstetter, qui a compris comme peu d'autres la rhétorique de cette aliénation, a recours dans les premières lignes de son chef-d'œuvre, La persuasion et la rhétorique, 1910, à la comparaison avec le poids, qui ne veut que descendre, se précipiter toujours plus bas sans jamais se poser, parce qu'il perdrait alors son identité et ne serait plus un poids. Je cite, « Sa vie et ce manque de sa vie ». Pour se suffire à lui-même, le présent doit reposer sur des valeurs, mais la poussière de buts et d'obligations conventionnelles, dont l'organisation sociale harcèle l'individu, brouille et voile ces valeurs quand elle ne les détruit pas. Elle empêche à la pensée de s'arrêter sur l'essentiel et les presse
dans une course fébrile qui les distrait de ceux qu'il aime ou voudrait aimer. Je cite, « La vie presse, appelle de toutes parts, s'exclame angoissé Oblomov en se retournant dans son lit. La vie est une entrave à la vie. Le quotidien, martelé par un essaim inépuisable de tâches qui assaillent et piquent de toutes parts, éloigne l'individu de sa vérité, de cette harmonie avec le temps qui s'écoule et qu'Oblomov sent vibrer au fond du chant d'Olga. Le quotidien éteint la chanson d'Olga. L'existence triture les sens. L'organisation sociale est un attentat victorieux à cette plénitude. C'est sa répression de faire dans un inexorable mécanisme qui éteint cette lueur unique, ne pouvant se répéter, et dans laquelle la vie devrait faire transparaître son sens. Ibsen déjà prévenait que prétendre, comme il dit, ou se leurrer de vivre, était désormais de la pure mégalomanie. La vie, dira Svevo, est obscurcie par l'anxiété de vivre. Le congé à la vie, qui fait de celle-ci un éternel départ d'une patrie que l'on n'a jamais eue vers une autre qui est de toute façon inexistante, devient alors un refuge, l'espace irréel de la nostalgie de bonheur, qui est l'unique bonheur possible. Niels Lien attend toujours, je cite, ce vers quoi mettre le cap. Il est enveloppé du halo de tout ce qui lui manque. Il rêve, je cite, des radieux souvenirs d'un merveilleux pays et des plus riches dons de la vie, qui, pareil à des pièces de monnaie, dansent dans sa poche sans qu'il puisse jamais les dépenser. Selon Lukács, le roman est la forme poétique de la subjectivité qui a perdu la patrie transcendantale de l'idée et ne peut soutenir positivement l'écoulement lent et constant du temps. L'éducation sentimentale, par exemple, est la grande épopée de la temporalité. La perte d'une valeur centrale transforme pour Jacobsen le temps en une monotonie uniforme, ignorant toute fin, et transforme tous les sentiments en mélancolie, en deuil indéfini de la perte de quelque chose que l'on ne peut même pas identifier. La mélancolie a aussi une composante de fausseté et d'artifice, comme disait Kierkegaard, parce qu'elle se cultive et se complète d'elle-même. Dans le roman de Jacobsen, la mélancolie devient une sorte de secte secrète ou de franc-maçonnerie, la ligue de ceux qui savent que le bonheur est toujours du bonheur qui disparaît, mais arrache à cette vanitas les plaisirs les plus raffinés. La sexualité tortueuse et masochiste que Jacobsen parcourt et représente avec beaucoup de finesse est un aspect de la volupté qui dérive de la paresse. L'élégance dépourvue de sens, qui fascine et déprime, dérive du regard qui émiette toute totalité unitaire du réel, parce que, dans son errance, il ne fait que se poser sur chaque détail, sans les lier par des connexions significatives. Le centre de l'attention poétique devient le détail infinitésimal et autonome, le trouble inconscient et non exprimé, la lésion minimale de l'âme, la nuance instantanée. Avec Jacobsen et avec d'autres écrivains scandinaves, la littérature a créé un grand chapitre de cette poésie du minimum et du fuyant, du marginal et du passé sous silence, qui ailleurs a trouvé ses maîtres, par exemple dans Tchekhov ou dans Catherine Mansfield, et qui resplendit dans les reflets du coucher du soleil sur les arbres du bois de Boulogne chez Proust ou sur les vagues de Virginia Woolf. Cette poésie veut être la respiration de la vie elle-même, impalpable et légère, tragique dans ses apparitions éphémères. Cette vie est indicible, comme l'affirme M. Bigoum. C'est une végétation qui pousse au fond de la mer sous une croûte de glace et qui, soulevée et remontée par la parole, n'est plus la même. Je cite, « Ce qui apparaît avec netteté n'est pas tout à fait ce que vous soupçonniez. » Ne pouvant être réduite au langage, cette vie glisse entre les choses qui la disent de manière indirecte et allusive. Ce qui évoque sa mélancolie inexprimable, ce sont les décors et les objets. Les maisons bourgeoises de Copenhague, solides et silencieuses,
aux lourds rideaux fermés devant les fenêtres et aux meubles massifs d'ébène, aux gros volumes dont les gravures montrent des vieilles églises et des lacs tranquilles, aux tableaux dans leur cadre doré sur le mur dans la pénombre. Le crépuscule danois est enveloppé d'une atmosphère d'ineffable, mais aussi de solidité bourgeoise et patricienne. Un binôme qui fascinait Thomas Mann, qui caractérise d'ailleurs aussi les Buddenbrook et que Thomas Mann trouvait dans Niels Lihne. On ne peut éviter la mélancolie parce qu'elle naît d'une perte irrécupérable et indéterminable. Dans ce détachement prolongé et continu, on devient également étranger à soi-même. On laisse sans cesse des lambeaux de son individualité sur le bord qui recule. À la fin du roman, Marie Grubbe se demande si elle doit se sentir responsable de ce qu'ont commis les autres Marie Grubbe, la petite fille ingénue et la dame fière, s'il y a identité et continuité entre les différents visages que son moi a pris au fil des années. La temporalité dévore et dissipe l'individualité. Pour Jacobsen, le salut arrive aussi de la temporalité, qui se traduit dans la nostalgie de se transcender. Dans cette nostalgie toujours suspendue, reste peut-être la seule vraie vie possible. On a identifié la vie moderne au désir ardent de la vie. L'amour a une privation qui le fait constamment renaître. L'amour, écrit Louis-Philippe, c'est tout ce que l'on n'a pas. La vraie vie devient alors la suspension, l'éventail palpitant des possibilités, préservé de tout raidissement. Jacobsen est extrêmement sensible au désaccord entre la vie et les formes. Entre le flux de la vie, une est indistincte, et son objectivisation en forme distincte et discrète, où le flux a lieu tout en se figeant, et desquels il ne peut donc se satisfaire. Pour Jacobsen, la forme semble donc arriver à un degré de cristallisation qui la fait sentir comme inadaptée et insuffisante, non pas comme l'expression de la vie, mais comme obstacle à sa manifestation. L'intervalle où Jacobsen s'arrête est un fragment d'espace et de temps situé entre l'éclosion de la vie, son émergence de l'indistinct, et le moment où elle prend un visage définitif. Les roses qui changent de couleur, ou encore, je cite, le lilas qui est si légère qu'il semble apparaître et disparaître comme si c'était de l'air fluide, sont les symboles de ce stade intermédiaire impossible entre la vie et les formes. Les plus belles images de Jacobsen viennent de cette nostalgie de saisir des formes instantanées, déjà dessinées dans leur enchantement fuyant, mais prêtes à se fondre dans la vie tremblante et déchirante. Dans la pièce, les objets ont des contours précis, mais ils tremblent et échappent au regard qui ne réussit pas à les immobiliser. Un papillon brille un instant dans un ray de soleil entre les arbres et puis disparaît dans la lumière en plein air. Les ailes du moulin tournent et leurs ombres apparaissent et disparaissent sur les vitres de la fenêtre qu'incendie le soir. L'art de Jacobsen est une confrontation avec l'indicible, que la parole n'atteint jamais, mais qu'elle poursuit toujours, car elle ne veut que l'effleurer sans exercer de violence sur lui. L'indicible, c'est la vie, c'est la brise qui souffle entre les arbres et le bleu de la pervenche, la mélodie qui appelle de son bruissement ininterrompu. Tissée par cette mélodie, mais aussi dispersée et disséminée par elle, l'individu ne peut d'aucune manière dominer le bruissement vital. Il vit sa pensée non pas comme un acte souverain provenant de sa personne, mais comme une condensation iridescente et légère qui surgit obscurément de la vie. L'individu ne s'identifie pas à la pensée, il ne la sent pas comme étant à lui, mais comme étrangère et impersonnelle. L'activité de la pensée se confond avec celle des sens. C'est même une activité sensorielle, une impression physique où la perception et la représentation se chevauchent. Au lieu d'être le lieu qui résout dans son unité les contradictions du réel, la pensée est le ferment de ces contradictions,
un agent chimique qui dissout l'unité du monde et du vécu. C'est une manifestation anonyme que le moi sent comme différente de lui, comme cela se passe chez Svevo avec Zeno, qui, au début de la conscience, voit sa pensée, isolée de lui, s'élever et s'abaisser comme un palpitement vital. Ou comme cela passe avec les personnages de vagues de Virginia Woolf, qui voient les banderoles de leur conscience flotter au vent, déchirées par leur désordre, et sentent les vagues de leur vie s'écraser contre eux-mêmes. Sur le visage d'Oblomov également, la pensée tournoie, agitée et autonome du sujet pensant, ou bien lui échappe, s'éparpillant et voltant, je cite, comme une volée d'oiseaux. Jacobsen est le poète de cette scission entre le moi et la vie, et en même temps entre le moi et sa pensée, scission qui voue le moi à la dissémination, à la douleur d'être. Tout comme Maria Grubbe, Niels est aussi un roman de la passion amoureuse et de la sexualité, ou mieux de la déception amoureuse. La passion, lit-on dans le livre, perd son grand style, je cite, elle ôtait à leur rapport le caractère de grandeur rêvée, c'est-à-dire la force de donner de l'élan et de l'unité à la vie. Jacobsen est un analyste très fin du grand style qui se désarticule dans des détails centrifuges, de la passion qui se brise dans l'ambiguïté et dans les tortueux, de la chute de l'individu, de la hauteur de l'amour. Niels fait l'expérience de la faillite des valeurs, de la tension insupportable et stérile de la sensibilité, soumise qu'elle est aux stimulations d'une modernité toujours plus harcelante. Son histoire dissipée en fragments est la négation de toute formation organique et unitaire de la personne, tout comme Strindberg, lui aussi pourrait dire qu'il n'est jamais devenu un individu accompli et que le roman de sa vie se perd dans une série de tableaux et de lambeaux presque détachés. L'issue de l'existence de Niels, après bien des tourments, c'est l'inertie végétative, la contemplation trouble des épis d'avoine qui ondoient uniformes au vent. L'hypersensibilité se retranche et se convertit en affaiblissement. Le flux de la vie, qui devait devenir chant, se fait rythme léger et monotone, léthargie opaque. Merci.